Bonjour François Garçon, c'est un grand plaisir de vous avoir. Je vous ai invité car vous avez publié plusieurs ouvrages sur le modèle suisse, tels que un ouvrage intitulé Le modèle suisse, Formation, l'autre miracle suisse, Le génie des Suisses, ou encore France, démocratie défaillante, où vous invitez la France à s'inspirer des mécanismes de démocratie directe de la Suisse. Avant de commencer à plonger dans le modèle suisse et ses résultats, je vais vous laisser vous présenter. Alors, me présenter, je dirais que j'ai passé l'âge où Hergé considérait qu'on était encore lecteur du journal de Tintin. J'ai suivi une formation en France. Je suis né en France, je suis né à Cannes, mon père est suisse, donc je suis binational. Ensuite, j'ai été faire mes études universitaires à Genève, à Oxford. J'ai fait un doctorat à Paris, un doctorat d'histoire. C'est un doctorat qui ne sert pas à grand-chose, mais qui était extrêmement intéressant à une époque où les études pouvaient être beaucoup plus gratuites dans leur finalité qu'elles ne le sont aujourd'hui. En tout cas, lorsque mes étudiants, ou lorsque mes enfants ont voulu s'orienter vers des études de cette nature, je m'y suis plutôt opposé, parce que je pense que c'est des voies de garage, malheureusement, mais enfin c'est ainsi. Et puis ensuite, une fois que j'ai terminé ma thèse, je me suis retrouvé au chômage. Là, j'ai 31 ans et du chômage, je suis passé aux études de marché, je suis passé à Havas, à Canal+, qui était la principale filiale d'Havas à l'époque, ensuite à Canal+ Satellite. Ensuite, j'ai été débauché pour aller travailler à TF1. Ensuite, j'ai créé mes propres sociétés dans le domaine du cinéma. J'ai créé 2 sociétés. Et puis, la deuxième a été mise en liquidation amiable et je me suis retrouvé à 49 ans au chômage. Et à 49 ans au chômage, je me suis soudainement rappelé, ou plus exactement, des amis m'ont rappelé que j'avais fait un doctorat 20 ans plus tôt, et donc j'ai candidaté à un poste qui s'ouvrait à Paris, à Panthéon-Sorbonne, en histoire du cinéma, et j'ai été élu, puisqu'on est élu dans les universités, j'ai été élu à un poste d'histoire du cinéma à Paris, Panthéon-Sorbonne, où j'ai terminé ma carrière à 67 ans. J'ai créé là-bas un master professionnel cinéma, télévision, nouveaux médias qui marche très bien et qui continue de fonctionner avec succès, puisque je crois qu'il doit y avoir aujourd'hui à peu près 400 étudiants et qui sont tous sur le marché du cinéma, enfin ils sont tous intégrés surtout cinéma, télévision, nouveaux médias, ce qui est la démonstration qu'une formation fonctionne, c'est quand les étudiants travaillent avec ce qu'ils ont appris et non pas ne se retrouvent pas plagistes ou vendeurs chez Ikea après avoir fait des études inutiles, coûteuses à la famille, coûteuses à la société et coûteuses aussi pour eux, puisque ce sont quand même désormais des intellectuels déclassés, donc très souvent des gens qui sont amers, qui se disent j'ai quand même fait beaucoup de sociologie, j'ai fait beaucoup de psychologie et je me retrouve là à accueillir des clients à Évry, ville nouvelle, qui cherchent un canapé. Ça, Dieu merci, ce que j'ai créé, les étudiants qui viennent s'y former y échappent. Le podcast s'organisera en 5 parties. Premièrement, on reviendra sur le système politico-institutionnel de la Suisse. Deuxièmement, on examinera l'importance du capital humain en Suisse avec son système de formation. Ensuite, nous essaierons d'effectuer un constat factuel sur l'état de la Suisse. Quatrièmement, nous présenterons l'économie suisse, notamment le poids de son industrie, ainsi que le rôle de sa fiscalité attractive dans l'économie du pays. Et enfin, j'aimerais que vous reveniez sur le choix de la Suisse de s'être développée en dehors du cadre européen. Est-ce que cela lui permet de faire ou non, notamment le protectionnisme, mais on verra cela plus tard. Pour notre première partie sur le système politico-institutionnel de la Suisse, je vais premièrement vous demander quel est le mode de gouvernement de la Suisse. Alors, je ne suis pas constitutionnaliste et je vais me prêter au jeu, mais alors en 2 mots, la Suisse est un État fédéral, c'est une confédération de 26 cantons. Chaque canton est doté de pratiquement tous les attributs d'un État. J'entends par là que chaque canton a ses armoiries, son drapeau, a sa constitution écrite, a son parlement élu, a son exécutif, a ses lois, a quasiment son code du travail, a sa fiscalité propre. Donc on est véritablement dans un système où 26 États qu'on appelle des cantons en Suisse se sont regroupés de manière volontaire pour former cet État confédéral.
Alors ça s'est consolidé définitivement en 1848, donc ça fait à peu près maintenant presque 200 ans. Chaque canton a délibérément abandonné de son propre fait des éléments de sa puissance à un État fédéral, notamment tout ce qui est de l'ordre de la diplomatie, de l'armée, des relations avec les puissances étrangères. Certains impôts, comme la TVA, ont été abandonnés volontairement par chacun des 26 cantons à un État fédéral. L'État fédéral se trouve à Berne. Berne n'est pas la capitale de la Suisse, c'est simplement le lieu où où a été construite l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire le Parlement où se regroupent les 26 cantons. C'est très important, il n'y a pas de capitale en Suisse. Les Suisses, aucun des cantons n'a voulu concéder à un autre canton cette puissance, cette prérogative. Il y a une espèce de jalousie cantonale dont on ne mesure pas l'intensité lorsqu'on la regarde de France, parce que non seulement c'est déjà un petit pays, mais de là à imaginer que chacun de ces 26 composantes puisse se comporter en État souverain, c'est quelque chose qui est impensable. Donc les 26 cantons sont chacun représentés par 2 représentants, ça s'appelle la Chambre des cantons. L'expression exacte, c'est le Conseil des États. Et puis, le système étant bicaméral, il y a également la Chambre du peuple, cette fois-ci. Et la Chambre du peuple, c'est 200 députés qui sont élus, un député pour 40 000 habitants. Ces 246 députés forment l'Assemblée fédérale qui se regroupe au sein du Parlement fédéral. Ça, c'est pour le législatif. Et puis maintenant, il y a l'exécutif. L'exécutif, ce sont 7 membres, ce sont 7 ministres. Il n'y a pas de président du Conseil fédéral. L'exécutif s'appelle le Conseil fédéral. L'exécutif est lui-même élu par les parlementaires. C'est très important. Nous, en France, l'exécutif, le chef de l'exécutif est élu directement par le peuple. En Suisse, il est élu par le Parlement réuni en congrès extraordinaire. Donc, il est élu non pas par le peuple comme le président de la Ve République, mais par les parlementaires. Et à l'occasion, donc, les parlementaires votent un par un les 7 ministres. Il n'y a pas un gouvernement qui se propose à l'ensemble des parlementaires et qui est voté en un bloc. Les parlementaires élisent un par un les 7 ministres en allant piocher, depuis 1959, en allant piocher dans les différents partis. C'est-à-dire que nous n'avons pas un exécutif qui est homogène comme il peut l'être en France, ou comme il peut sembler l'être en France. Il n'y a que des gaullistes, il n'y a que des socialistes alliés à des communistes et à quelques verts, où il n'y a que, aujourd'hui, on ne sait pas véritablement quelle est la composition du gouvernement, parce qu'elle est quand même assez hétérogène. Mais enfin, en tout cas, en Suisse, chaque ministre est élu individuellement, et depuis 1959, sont piochés dans les 4 plus grandes formations politiques, dans les 4 plus grands partis. Et on en prend 2 à la droite qui s'appelle l'UDC, on en prend 2 autres dans le Parti socialiste qui est le 2e parti en importance, on en prend 2 autres chez les radicaux, puis on en prend 2 autres chez les crétins sociaux, et puis après on en prend un dernier, toujours pas chez les écologistes. Enfin, voilà comment se fait ce qu'on appelle la formule magique, à savoir que on a un gouvernement où chaque membre est élu individuellement par les chambres et qui représente 85%, 87% de l'ensemble du corps électoral suisse par le jeu de cette composition que l'on appelle la formule magique. Ok, donc très intéressant. Et donc justement, cette collégialité exécutive, Je peux rajouter une chose. C'est que le président du Conseil fédéral, celui qu'en France on considère comme étant le président de la Suisse, mais qui ne l'est pas, n'est élu que pour une année. Et au bout de 365 jours, il cède sa place automatiquement à un autre membre. Il y a ce qu'on appelle la rotation des charges, qui est une obsession suisse. La rotation des charges signifie qu'il n'y a pas de délégation à vie ou délégation longue de pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'on suspecte que cette délégation longue est grosse d'un potentiel de dérive autocratique, ou en tout cas de dérive de pouvoir personnel,
que les Suisses à bord. Ok, donc c'est très clair. Et justement, donc ce gouvernement assez collégial permet de dégager un certain consensus en Suisse, mais le consensus populaire émane également de mécanismes spécifiques de démocratie directe en Suisse, tels que le référendum obligatoire dans certaines matières, le référendum facultatif en cas de demande des citoyens, et l'initiative populaire fédérale. Pouvez-vous nous présenter brièvement ces mécanismes de démocratie directe? Alors, les outils de démocratie directe sont multiples. Ils sont apparus sur une période d'environ un demi-siècle. Ils sont apparus, voilà, très longtemps. Ils sont apparus en 1848 pour le premier. Encore qu'il y avait déjà dans les cantons des modalités de référendum et des modalités d'initiative qui préexistaient la formule fédérale. Donc en 1848 apparaît la première, qui est le référendum obligatoire. Et il figure dans la première constitution, et il fait obligation aux autorités élues de soumettre au peuple des révisions constitutionnelles ou la signature d'un accord international qui lie la Suisse avec des autorités extérieures. Donc là, sur ce plan-là, c'est le peuple a le pouvoir de dire non à une modification importante dans la charte. Le deuxième texte qui apparaît, il apparaît en 1874, et celui-là est à mon avis décisif. C'est le référendum facultatif, dit encore référendum abrogatif. C'est-à-dire que le peuple a la capacité, lorsqu'une loi a été passée, a la capacité de s'y opposer par voie de signature, par voie de pétition, et ensuite, si le quorum est obtenu, à l'époque, c'était 30 000 voix rassemblées sur une période de 3 mois, aujourd'hui c'est 50 000 voix collectées sur une période de 3 mois. À ce moment-là, le texte qui fait l'objet d'un référendum doit être soumis à l'ensemble de la collectivité concernée. L'ensemble de la collectivité concernée, ça peut être le canton, ça peut être aussi le niveau fédéral. C'est extrêmement important, puisque désormais le souverain, le peuple souverain, a une capacité de s'opposer à un parlement, de s'opposer à ses élus. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'une fois que le texte a été voté, il est impératif. C'est un texte qui est contraignant. Le vote est contraignant. C'est pas simplement une consultation populaire, c'est un vote qui est contraignant. Puis enfin, apparaît en 1891 le troisième outil de démocratie directe, celui qui fait fantasmer les Français et qui est l'initiative populaire. L'initiative populaire est quelque chose qui permet au peuple non plus simplement de s'opposer à une loi qui a été votée dans un parlement, mais qui permet au peuple d'initier de lui-même une loi qui a été négligée ou par le parlement ou par un parlement cantonal ou par un parlement national, et qui a été donc négligée ou que les élus se sont refusés à adopter pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Généralement, c'est pour des raisons, la plupart du temps, de bienséance idéologique. Hein, donc le peuple est beaucoup plus transgressif là-dessus. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que effectivement, cette initiative populaire a fait fantasmer et continue de faire fantasmer. Les Gilets jaunes n'ont fait qu'en parler, mais dans les faits, c'est quelque chose qui est assez peu validé par le peuple. Je crois que d'une manière générale, je crois que dans 90% ou 88% des cas, les initiatives populaires sont rejetées par le peuple. C'est-à-dire les initiatives émises par le peuple sont rejetées par le peuple. Ce qui confirme le travail très sain que font les assemblées élues, puisque ces initiatives populaires s'opposent au travail des assemblées élues, et malgré tout, ces assemblées élues sont validées dans leur travail par le rejet des initiatives populaires par le peuple. Alors, initiative populaire, donc un chiffre. Aujourd'hui, je crois qu'il faut récolter 100 000 signatures sur une période de 3 ans. Et au bout de 3 ans. Alors, peut-être un mot sur l'initiative populaire, parce que je pense que ça peut intéresser les auditeurs, ou ça peut en tout cas intéresser les Français. En France, on a l'impression que l'initiative populaire est quelque chose qui se conçoit
qui s'élaborent, qui se votent en l'espace de quelques jours. Hein. En règle générale, en Suisse, les initiatives populaires, entre le moment où l'idée était mise par un groupe de citoyens qui est ensuite validé par la chancellerie, qui est ensuite proposé à l'ensemble de la population, il s'étend entre 5 et 7 ans. Je répète, il s'étend entre 5 et 7 années, entre le moment où le projet mûrit dans la tête d'un groupe d'une dizaine de citoyens et le moment où l'ensemble de la collectivité se prononce sur la question qui fait problème. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui dément dans les faits l'impression d'immédiateté, l'impression d'espèce d'éruptivité que l'on imagine quand on pense à une initiative populaire, assassinat d'un enfant dans la rue le samedi matin, le lundi signature sur les trottoirs et le samedi suivant les gens votent dans les isoloirs, ce qui est une aberration. Vous avez déjà donné du coup des éléments de réponse à la prochaine question, mais je la pose parce que ce sera peut-être intéressant si vous pouvez compléter ou non. Est-ce que du coup justement ce mécanisme d'initiative populaire ne favorise pas des initiatives démagogiques du type voilà celle que vous venez de donner, ou justement est-ce que la durée que vous nous avez décrite évite ce genre d'initiatives démagogiques? Comment cela se passe pour éviter justement un peu des référendums qui bloquent le pays ou qui soient trop récurrents? C'est vrai que les droits populaires, notamment l'initiative populaire, a très mauvaise presse en France. Hein, c'est-à-dire qu'on lui attache l'étiquette de démagogie, on lui attache l'étiquette de populisme. Je pense que c'est un peu facile et c'est démenti dans les faits. D'abord, si le pays était gouverné de manière démagogique au travers de ces outils de démocratie directe, il ne serait pas dans l'état de prospérité, dans l'état de stabilité où on le trouve actuellement. Hein, et ça fait jamais que 200 ans qu'il est dans cet état. Donc on peut se dire que bienvenue cette démagogie s'il s'agit de démagogie. Le problème, c'est que c'est pas de la démagogie. Hein. Je veux dire, si vous regardez les dernières, si vous prenez quasiment toutes les votations, et il y en a quand même près de 700 en l'espace de 2 ans au niveau simplement fédéral, 700 en l'espace de 200 ans au niveau simplement fédéral. Si vous les regardez dans le détail, il y en a quasiment aucune qui fait rougir. La dernière en date, la dernière votation qui a eu lieu, c'était, je crois, en novembre 2025. Les Suisses ont voté à 78% contre l'introduction d'un impôt fédéral sur les successions des grandes fortunes. Le slogan des jeunes socialistes était « Les ultra-riches héritent de milliards, nous des crises, stoppons-les ». Je répète, les ultra-riches héritent de milliards, nous des crises, stoppons-les. 78,3% des Suisses et tous les cantons ont rejeté le truc. Au même moment, en France, 80% des Français célèbrent la taxe Zuckman. 80%. Donc on a 80% de Suisses qui rejettent l'équivalent d'une taxe Zuckman, mais qui la rejettent dans les urnes. En France, on a 80% des Français qui disent la taxe Zuckman parviendrait probablement à cautériser toutes les cicatrices de la société française. Alors, si vous regardez celles qui ont été acceptées, celles qui ont les quelques initiatives qui ont été acceptées, qui ont fait du bruit. Il y a eu celle en 2017 et votée en 2021 sur l'interdiction de dissimuler son visage dans les espaces publics. Moi, ça ne me gêne pas, d'accord. La naturalisation facilitée des étrangers de la 3e génération, qui a été acceptée aussi, c'est plutôt bon. Contre l'immigration de masse, ça a été accepté. Contre les rémunérations abusives, ça a été accepté. Donc, les Suisses ne sont pas obsessionnellement attachés au passé. Ils sont quand même capables de grandes avancées. Je pense parmi les grandes avancées, il y a eu je pense qu'il y a quand même énormément d'initiatives qui montrent que les Suisses restent sereins, non frappés par la démagogie ambiante. Et je pense que si vous regardez dans le détail les centaines d'initiatives, c'est plutôt sain, quoi. Et est-ce qu'on regarde la crise des gilets jaunes ainsi que de l'abstention croissante en France, l'introduction de ces mécanismes apparaît-elle nécessaire en France? Je rappelle juste rapidement aux auditeurs
que le seul mécanisme permettant de mettre en place un référendum via les citoyens en France, c'est le référendum d'initiative partagée au sein de l'article 11 de la Constitution, mais qui ne peut s'organiser qu'avec l'aval du Parlement et avec des conditions strictes, ce qui explique qu'aucun référendum d'initiative partagée n'a encore eu lieu en France. Non, mais non seulement ça n'a jamais eu lieu et ça n'arrivera pas. Et lorsque les gens vont voter, ils votent tellement peu que par avant, nous savons tous qu'ils ne répondront pas à la question qui va leur être posée. Si par extraordinaire, on arrivait à rassembler les centaines de milliers, voire les millions de signatures nécessaires pour déclencher le référendum, les gens ne voteraient pas sur la question. Je veux dire, la formule suisse est assez intelligente. Dès la fin du 19e siècle, lors de chaque votation, tous les 3 mois, quand même, tous les 3 mois, je répète, tous les 3 mois, ils vont voter dans les 26 cantons, hormis les 2 à Landsgemeinde, mais dans tous les cantons, les gens votent sur plusieurs objets. Hein, il y a un objet qui est fiscal, il y a un objet sur la construction d'un nouveau préau de l'école, il y en a un sur l'extension d'un parking de supermarché, il y en a un sur l'ouverture des grandes surfaces le dimanche. On est quand même ou sur l'achat sur l'achat d'avions de guerre ou sur la suppression d'un impôt pour les riches. Je veux dire, l'intelligence du système, c'est d'interdire le réflexe pavlovien de dire non. Vous êtes obligé de réfléchir aux questions puisqu'elles n'ont aucun lien les unes avec les autres. D'accord ? Si on vous pose une seule question, dans la mesure où vous êtes soit froissé parce que votre conjoint a été désagréable ou parce que vos enfants ont de mauvaises notes à l'école ou parce qu'on vous a mis une amende parce que vous étiez mal garé, vous répondez non ce jour-là parce que vous êtes en colère. Quand on est en colère, on dit non à tout. Là, vous pouvez pas dire non à tout puisqu'il y a dans le choix de ce qui vous est proposé, il y a la distribution de gâteaux, il y a l'ouverture de magasins gratuits. Bah, je plaisante, mais enfin c'est comme ça. Donc ça oblige le citoyen électeur à faire usage de son cerveau, là où dans la mécanique plébiscitaire française, c'est son instinct primaire, c'est sa réactivité agressive qui est sollicitée exclusivement. Ok, et justement, vous montriez un peu l'étendue des questions qui peuvent être posées. Comment les citoyens suisses font pour s'informer et pour pas être saturés et arriver à répondre bien à ces questions? Alors, ils sont saturés d'informations. Je veux dire, personnellement, moi, je vote par correspondance. Du reste, à peu près 85% des Suisses votent par correspondance. C'est-à-dire que vous votez 2 mois et demi, voire 3 mois avant le scrutin. Donc ça veut dire que aujourd'hui à Genève, par exemple, vous n'avez plus que 5% des gens qui se déplacent dans l'isoloir, qui sont ouverts le dimanche de 10h à midi, et généralement à midi 2, le résultat sur l'ensemble du canton est donné. C'est-à-dire que tout a été dépouillé par voie informatique, en lecture optique, pendant les semaines qui précèdent. Donc il y a au contraire, il y a une saturation d'informations préalables. Mais je veux dire, ça fait partie du jeu démocratique. Vous ne pouvez pas voter, vous êtes supposé voter avec votre plein discernement. Le discernement, il est supposé fondé sur de l'information. Il est pas supposé fondé sur de l'information qui vous vient par les réseaux sociaux. Il est supposé fondé par une information qui vous vient par la voie officielle, c'est-à-dire à la fois par les autorités élues et par le groupe contestataire. Hein, et il y a à peu près le même nombre de signes, il y a les mêmes couleurs de pages, il y a simplement pour, contre, et ça sur les 5, 6, 7, 8, 9 objets, vous avez, et je crois que un dernier envoi comportait jusqu'à 180 pages au domicile de chacun des citoyens. Mais je veux dire, c'est quand vous comparez ce qui s'est passé à Paris, le référendum, la votation que Anne Hidalgo a organisée sur les SUV, c'est vraiment prendre profondément les Parisiens pour des cons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un SUV noir. On disait, êtes-vous pour ou contre les SUV dans Paris? On voyait une espèce d'énorme machine de guerre, une sorte de Humvee ou un tank noir sur un fond gris. Il y avait, êtes-vous pour la pollution? Battez-vous contre la pollution, l'obstruction des rues, etc., ou pour la libération des trottoirs, la bonne santé des Parisiens. Mais c'était dément, quoi. C'était dément.
je trouvais que c'était une humiliation. Elle nous a fait subir une humiliation de plus. Quand de surcroît, quand vous alliez, je sais pas si vous avez voté, parce que j'ai été ce jour-là au local de vote, mais on a découvert qu'il y avait une autre consultation ce jour-là sur l'aménagement de la cour carrée du Louvre. Je sais pas si vous vous souvenez, qui ne figurait sur aucun des panneaux d'affichage, qui déjà, eux, étaient une foutaise, mais on découvrait qu'il y en avait un second qui était dans le ventre du premier. C'était dément. Donc, est-ce que les Suisses sont submergés par l'information? Ils le sont. Et Dieu merci. Alors après, lisent-ils ou lisent-ils pas les 180 pages? Probablement que la plupart des gens ne les lisent pas, mais bon, c'est à leur disposition, c'est-à-dire qu'on ne se moque pas d'eux. Et puis, vous avez les préconisations à la fin du livret que vous recevez dans votre boîte aux lettres, vous avez les préconisations de toutes les organisations, associations, partis politiques qui, pour les objets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, disent oui, non, non, oui, 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 non. Nous allons passer à la seconde partie sur plutôt le modèle suisse de formation. Donc, ce modèle suisse se caractérise par un système de formation efficace, puisque la Suisse était 8e au classement PISA pour le cycle 2022. En outre, les jeunes diplômés du supérieur ont un taux de chômage de 3 à 4% un an après leur sortie d'études, ce qui est très faible. Dès lors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le système de formation suisse et ce qui fait sa force? Alors, la force du système de formation suisse, c'est sa décentralisation extrême. Ça, c'est son premier point. Alors, décentralisation, c'est mal dit parce que le pays n'ayant jamais été centralisé, il n'y a pas de décentralisation. En tout cas, les autorités cantonales ont un énorme pouvoir en la matière, comme dans d'autres, et elles l'exercent. Il n'y a pas, par exemple, de ministre national de l'éducation. Ça n'existe pas. Donc, chacun des 26 cantons a son propre système de formation. Il y a des harmonisations, évidemment, pour qu'il n'y ait pas des doublons ou que on puisse obtenir des économies d'échelle, notamment au niveau supérieur. Mais de manière générale, c'est un système où les cantons ont un énorme pouvoir. Alors, énorme pouvoir, ça veut dire que les décisionnaires sont très proches du terrain. Décisionnaires, c'est soit les milieux entrepreneuriaux, soit les milieux politiques. Il y a une proximité avec le terrain qui fait qu'il n'y a pas une déconnexion du système de formation, de l'enseignement qui est prodigué avec les spécificités du canton. Encore une fois, ces 26 États qui se sont agglomérés, qui se sont soudés, mais ils ont chacun leur spécificité. Il était évidemment que dans le canton de Neuchâtel, on est davantage tourné vers la microtechnique et vers l'horlogerie qu'on l'est par exemple dans le Tessin. Donc c'est normal que dans le canton de Neuchâtel, dans le Jura, les formations soient proches de ce type de métier, et qu'à Genève, ce soit davantage vers la banque, comme à Zurich. D'accord. Donc cette proximité avec le terrain est la première force du système. La deuxième force du système, qui découle de la première, c'est que le système de formation professionnelle est extrêmement valorisé. Par système d'enseignement professionnel, je pense à l'apprentissage, et un apprentissage qui est là aussi très particulier, qui est un apprentissage que l'on dit dual. Par apprentissage dual, c'est un apprentissage où, à partir de l'âge de 15 ans, au sortir de la scolarité obligatoire, les gamins rentrent en entreprise, en usine, en magasin, en atelier, et ils y vivent entre 3 jours et demi et 4 jours par semaine, et le 5e jour, ils vont le passer dans une école de culture générale où leur champ de vision s'élargit. Mais c'est très très important de comprendre que dès l'âge de 15 ans, les enfants entrent en apprentissage, et s'ils rentrent en apprentissage dès l'âge de 15 ans, c'est-à-dire que dès l'entrée en 6e, il y a un contact avec les entreprises, des syndicalistes, des patrons viennent dès le niveau de la 6e. C'est plutôt 12-13 ans en Suisse, parce que là, la scolarité est un peu plus tardive. Mais dès l'âge de 13 ans, les gosses dans l'école sont au contact de l'entreprise et ils vont visiter des entreprises. Et 3 ans plus tard, quand ils en ont 15, à ce moment-là, ils vont vers des milieux qu'ils
qu'ils vont découvrir, certes, mais enfin qui ne leur est pas totalement inconnu. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage dual. Les 2 tiers des jeunes Suisses, à l'âge de 15 ans, partent en apprentissage dual. Ils vont en apprentissage dual et ils vont vers ce qu'on appelle, ils vont vers un diplôme qui s'appelle un CFA, le certificat fédéral de capacité, le CFC, certificat fédéral de capacité, et ils peuvent choisir parmi 200 métiers. Les filières qui leur conviennent. Il y a entre 10 et 15% des gamins, j'appelle gamins parce que pour moi c'est des gamins, quand vous avez 15 ans, 16 ans, je peux pas dire que vous des jeunes adultes, ça me paraît. Donc entre 10 et 15% des jeunes adultes bifurquent, c'est-à-dire que ils quittent telle filière de microtechnique pour aller travailler plutôt dans les métiers de soins ou d'informatique. Donc l'apprentissage dual est capital puisque par rapport à la France, c'est un apprentissage qui est à bac-4, quand en France, quand on parle d'apprentissage, on parle plutôt de bac+3. Ça n'a rien à voir. Il y a un delta de 8 années, de 7 années entre le jeune Suisse et le jeune Français. Alors, l'apprentissage dual est effectivement, c'est le cœur de la qualité du système suisse. C'est ce qui fait qu'il est aussi performant et que des produits à haute valeur ajoutée sont constamment mis sur le marché, sont achetés au Japon, aux États-Unis, en Australie. Mais le point qui me paraît intéressant aussi, c'est les disparités nationales. C'est-à-dire que vous avez à Genève, vous avez moins de 30% des jeunes qui partent en apprentissage, quand vous avez dans un canton de 500 000 habitants comme celui de Genève, vous en avez 80% dans le canton de Saint-Gall qui vont en apprentissage. D'accord ? Donc on voit là aussi, j'allais dire, les méfaits ou la toxicité de la proximité française qui fait que à Genève, les enfants ou les jeunes adolescents se tournent vers les voies générales qui les amènent vers l'enseignement supérieur, dont on voit en France qu'il est une usine à chômage. Même si on dit, mais c'est pas vrai, ils trouvent quand même un boulot. En attendant, ils trouvent un boulot qui n'est pas du tout en rapport avec les études d'histoire, de psychologie qu'ils ont pu faire pendant leurs 4 années de master dans une université. Donc, l'apprentissage dual est le cœur du système suisse de formation. C'est un système qui fonctionne extrêmement bien. Quand on dit qu'un système fonctionne extrêmement bien, c'est de voir le taux de chômage des jeunes, il n'y en a pas. Il est de 4,7%. Selon le BIT, si on prend les chiffres suisses, on est à moins de 4. Donc on est dans un système qui fonctionne à plein. Et alors pour asseoir la notoriété de cette filière professionnelle, depuis 2000, on a créé un niveau tertiaire vers lequel peuvent se destiner ceux qui, après un certificat fédéral de capacité et ensuite une maturité professionnelle, peuvent avoir accès à l'équivalent d'une université. Ça s'appelle les hautes écoles spécialisées, qui marchent extrêmement bien et qui sont un succès. Donc ça, c'est la base, avec plutôt un très bon système de formation de base. Les PISA le montrent, en sciences et en mathématiques, la Suisse est en Europe dans le peloton de tête. Elle suit juste la Finlande ou l'Estonie en mathématiques, et puis dans le domaine des sciences, elle est aussi très bien placée. On a toujours Singapour, Taïwan, la Corée du Sud en tête, mais enfin la Suisse est très bien placée. C'est important cette formation initiale bonne, parce que ça donne confiance dans la personne. Si vous sortez en n'étant pas convaincu et en pouvant faire la démonstration que vous n'êtes pas très bon, toute votre vie vous traînez cette blessure et ça vous handicape. Le fait d'avoir une bonne formation de base vous permet ensuite de faire de la formation continue permanente, ce qui est une énorme béance en France. En France, le diplôme de formation initiale étant tellement important, étant tellement valorisé, derrière la formation continue, les gens n'ont rien à faire. Quand vous sortez d'une école d'ingénieur, quand vous sortez d'une école de commerce, vous n'allez pas vous former à 35 ans, à 45, à 55, parce que la première chose que vous allez mettre sur votre CV, c'est Polytechnique, ESCP, Sciences Po, le reste, ça compte pas. D'accord ? Donc, le fait de ne pas survaloriser le diplôme de formation initiale
est un moteur pour se former toute sa vie. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, les CV lorsque vous avez le portrait d'une vedette ou d'un patron en Suisse, la formation initiale, elle est quasiment zappée. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a fait l'année précédente. Il était à Givaudan, et à Givaudan, le chiffre d'affaires est passé de 1000 à 1500, et que la boîte a multiplié ses filiales au Japon et en Australie. Donc, c'est un point très très fort, c'est bonne formation initiale, formation continue et énorme proximité entre le milieu entrepreneurial et l'école. Ok. Et justement, dans quelle mesure les attributs du modèle suisse de formation pourraient être transposés en France, selon vous? Alors, dans le domaine de la formation, idéalement, il faudrait transposer quasiment tout, mais c'est impossible. Impossible. Vous avez un ministère qui est tout puissant. Si vous regardez il n'y a aucune autonomie des établissements. Aucune autonomie des établissements. Moi, j'ai été recruté quand j'ai enseigné en Suisse, pendant mes études, j'ai été recruté chaque fois par le directeur de l'école, qui m'a fait venir dans son bureau, qui m'a demandé de me présenter. Et puis la première année, à la fin de la première année, c'était à l'école de commerce de Genève, le directeur m'a fait venir, il m'a dit l'année prochaine, vous irez travailler ailleurs, je vous veux plus. D'accord. Et puis je me suis pas adressé à un syndicat pour dire c'est scandaleux. Voilà, donc j'ai été travailler ailleurs. Donc l'autonomie des établissements en France, vous oubliez. Et regardez si le scolaire privé en France fonctionne si bien, c'est justement parce que les directeurs d'établissement ont la maîtrise de leur personnel, ont la capacité d'attribuer des primes à des profs qui travaillent bien, avec lesquels les étudiants, les élèves, les collégiens ou les lycéens se sentent bien, qui ont un bon contact avec les parents d'élèves, qui ne sont pas systématiquement absents comme mes fils au lycée Barbette à Paris ont vu quand même des profs arriver le 5 septembre du début de l'année. Le 7, ils partaient en maladie pour revenir le 17 juin de l'année suivante pour pouvoir partir en vacances correctement sans subir un contrôle impromptu pendant l'été. Donc ce genre de magouille, l'école privée ne le permet pas, ou en tout cas l'endigue de manière plus facile. Donc je ne crois pas. Je pense que il faudrait également donc autonomie des établissements. Il faudrait cesser de valoriser la filière générale. Je veux dire, il y a une filière professionnelle, mais ça c'est extrêmement dur. Comment valoriser une filière générale, une filière professionnelle quand elle ne l'a jamais été? Je pense qu'il y a une grosse responsabilité des médias. Alors, il faudrait faire venir des patrons, il faudrait faire venir autre chose que des Alain Minc ou des Jacques Attali qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Sinon écrire ou plagier comme pour Minc des bouquins pour lesquels il a été condamné. Je pense que il faudrait que les journalistes, les médias aient cette audace de se tourner vers des gens qui n'ont pas la capacité d'exécuter en l'espace de 37 secondes 30 le contrat de faites-nous un topo en 37 secondes 30, d'accord, ou en 28 secondes 4. C'est des gens qui n'ont pas cette capacité, mais qui en ont d'autres. C'est qu'ils ont monté des métiers, des boîtes, et ils font rayonner la France à l'étranger. Il y a d'autres éléments. Il faudrait supprimer le CNRS. Pourquoi supprimer le CNRS? Il faut supprimer le CNRS d'abord parce que ça n'a aucun sens que de confier à vie un mandat à un sociologue à l'âge de 23 ans jusqu'à sa retraite à 67 ans ou 65 ans. Je veux dire, en Suisse, le Fonds national de scientifique, vous avez des mandats de 2 ans et ensuite vous revenez vers votre établissement universitaire. Je veux dire, la recherche, elle est en Suisse, la recherche au niveau universitaire, elle est en constant bain avec les étudiants. Il n'y a pas de purs chercheurs, de purs sociologues. Moi, j'étais historien, enseignant-chercheur. Et je notais qu'il y avait des chercheurs au CNRS en histoire, dans ma matière. J'ai jamais très bien compris pourquoi moi, on m'astreignait, et c'était du reste un bonheur, à donner des cours, quand eux en étaient exemptés. Je regardais leurs publications, c'est des publications qui étaient
exactement du même niveau que moi, c'est-à-dire les mêmes éditeurs, tout ça. Et j'ai jamais très bien. Donc le CNRS se fond dans l'université. Et dans l'université, vous avez 80 000 chercheurs, ou qui sont supposés en tout cas être des chercheurs, et donc il faut puiser là. Donc il y a des tas de choses à faire, mais je rassure ceux que ça pourrait mettre en état de panique, elles ne se feront pas. Merci en tout cas pour voilà ces pistes. Si j'en suis venu à m'intéresser à la Suisse et à considérer comme attractif certains aspects de ce modèle, c'est en raison de ses performances. Est-ce que vous pourriez effectuer un bref constat économique de la Suisse? Alors écoutez, s'il s'agit d'établir un palmarès, le chômage. Déjà, ça a quand même été une grande obsession française. Elle est un peu moins aujourd'hui, mais ça reste, pour moi qui étais au chômage à 49 ans, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est marquant. D'accord? Vous sortez pas indemne du chômage. Il vaut quand même mieux que le marché du travail soit mobile, flexible, vous prennent, vous jettent, vous prennent. D'accord? Donc là-bas, on est en chômage résiduel, on est en plein emploi. Vous avez quand même, je crois qu'on est à 3,5% de chômage. Vous avez 400 000 frontaliers, dont 240 000 Français. Donc c'est aussi un indicateur comme quoi, si tant de Français s'y dirigent, tant à Bâle que dans la région genevoise et dans le Vaud et Neuchâtel et Jura, c'est qu'apparemment, et les Italiens, je crois qu'il y a, je sais pas, j'avais noté qu'il y avait une centaine, où il y avait 80 000 Italiens qui venaient quand même travailler dans le Tessin et dans la région de Zurich. Donc c'est aussi un autre indicateur comme quoi le pays est en état de bonne santé. Puis vous avez quelque chose auquel on est de plus en plus sensible, c'est le poids de l'industrie. Alors vous avez certes des services qui représentent aujourd'hui encore les 3/4 du PIB suisse, mais vous avez 24%, c'est de l'industrie. Et par industrie, c'est quand même de la mécanique de précision, c'est de la chimie, c'est de la pharma, c'est de l'agroalimentaire poussé, de l'horloge. Bon, donc on est vraiment, c'est une économie qui est extrêmement pointue. Ça, c'est pas une économie qui est à la traîne. Quand je lis que la France cultive des patates et ensuite importe des chips, vous avez compris que là, il y a un vrai problème. La Suisse, je rappelle, c'est quand même c'est le premier pays, je crois, exportateur de café au monde. Hein, ça vient pas avant le fromage et avant le chocolat. On n'imagine pas que la Suisse soit un pays exportateur de café. Donc, vous avez également des finances publiques qui sont extrêmement saines, qui sont saines, extrêmement, en tout cas elles sont saines, puisque on a une dette sur PIB qui est de 36%. En France, elle est, je crois, aujourd'hui de 113%. Donc, et surtout, c'est une dette qui est sous contrôle. Hein, les Suisses ont voté un frein à l'endettement, je crois qu'il y a une vingtaine d'années, et qui fait que il n'y a pas de dérapage budgétaire et il n'y a surtout pas de nouveaux impôts qui sortent de terre comme ceux qu'on a trouvés hier ou ce matin que les députés français ont réussi à trouver puisqu'ils ont été à nouveau ponctionnés LVMH, Free et puis Hermès au motif qu'ils faisaient trop, eux gagnaient trop d'argent et l'État était trop endetté. Donc ça joue beaucoup. Je rappelle quand même que le PIB suisse c'est 900 milliards d'euros. Le PIB français, c'est 3000 milliards d'euros. Je rappelle qu'il y a 9 millions de Suisses et qu'il y a 67 millions de Français. Donc, grosso modo, le PIB suisse, par habitant, c'est 2,5 fois le PIB français. 2,5 fois. D'accord? Donc, on a un PIB par habitant qui est de à peu près de 106 000 $ et qui est de 48 000 ou 50 000 $ en France. Donc c'est considérable. Alors les gens me disent oui, mais la vie est chère. Non, la vie est pas chère. La vie est chère à Genève, elle est chère à Genève, elle est chère à Lausanne. Mais si vous allez à Sion, si vous allez même à Zurich, vous vous trouvez à vous loger moins cher qu'à Paris dans les 10 premiers arrondissements. D'accord? Donc et puis vous trouvez du logement. Surtout que ça se compense avec les salaires qui sont assez élevés. Sur les salaires, c'est 2,5 fois. Ouais, donc à la fin des fins, le Suisse est plutôt gagnant. C'est pas à la fin des fins, il est tout de suite gagnant. Ouais. Il est largement gagnant. C'est la raison pour laquelle vous avez cette ruée vers la Suisse de frontaliers qui viennent de très loin. Donc, frein à l'endettement, un taux de TVA quand même qui est très bas, il est de 8,1% avec des taux pour les articles de consommation courante à 2,6%.
Donc vous avez quand même un pays qui a de la énorme marge, énorme marge. Alors je dis pas que il est insubmersible, hein, il a quand même pris des droits de douane avec Donald Trump de 39%. Bon, ils ont été négociés, ça a été ramené, je crois, à 15, ça reste quand même beaucoup, mais je lisais que il y a certains secteurs, je crois, qui supportent parfaitement bien les nouveaux droits de douane, ce qui n'est probablement pas le cas de l'horlogerie, hein, et d'autres secteurs. En tout cas, on voit que c'est un pays qui est capable de mobilité sans l'aide de l'État. Sans l'aide de l'État. Ou plutôt, parce que les gens vont dire maintenant, ils rêvent avec une aide minime de l'État. D'accord. Et justement, pour un peu finir sur cet état de la prospérité suisse, dans le World Happiness Report, qui est quand même un rapport assez sérieux qui mesure le bonheur de chaque pays, la Suisse en 2024 est 9e, tandis que la France est 27e. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient la satisfaction des Suisses? Est-ce que c'est dû voilà, justement à ce rayonnement économique ou est-ce qu'il y a d'autres variables à prendre en compte? Alors, je pense que la principale raison, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire, c'est un pays où la population est incluse dans le processus politique et qu'elle participe à tous les niveaux. Elle participe à tous les niveaux à travers le système associatif qui est extrêmement développé. Je crois qu'il y a un Suisse sur trois est membre d'une association. Vous avez un système de milice qui est présent et qui amène les Suisses à s'impliquer dans quasiment tout en tant que citoyens. Qu'est-ce que vous appelez milice? Le système de milice, c'est que chaque citoyen est détenteur d'une souveraineté qu'il défend. Hein, c'est un morceau de il incarne la souveraineté suisse et il la défend en tant que milicien, c'est-à-dire personnage de base sans titre, mais qui agit pour le bien commun. C'est une chose à laquelle nous, Français, on est assez étrangers. Hein, en Suisse, si vous voyez quelqu'un cracher sur un trottoir, il ne faudra pas vous étonner qu'il soit immédiatement, non pas verbalisé, mais en tout cas qu'on lui fasse une observation comme quoi ça ne se fait pas. Hein, moi, en Suisse, j'ai vécu ça. C'est ce qu'un jeune, maintenant il est plus forcément jeune, mais qu'un romancier appelle la dictature de près, Nicola Tabiglione. Donc c'est vrai que ce système d'inclusivité, ce système de milice, fait que ça rend la vie difficile aux marginaux, mais autrement, vous vivez vraiment en paix. Hein, il y a personne qui va, vous n'avez pas comme à Paris des types qui circulent en scooter ou en vélo électrique sur les trottoirs en vous engueulant parce que vous êtes un piéton. C'est un système absolument dément. Donc ça joue beaucoup. Il y a un mot que je n'ai pas encore utilisé qui est fondamental, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire que tout vient de la base, hein, et remonte vers le haut. Hein, c'est-à-dire que les gens, les citoyens, ont la conviction vérifiée que lorsqu'ils s'expriment, leur parole est entendue. Et pourquoi est-ce qu'elle est entendue? Parce que si celui à qui elle est adressée la néglige, il peut se retrouver avec justement l'usage de ces droits collectifs, de cette démocratie directe, qui le met en péril. Donc, se sachant investi de tant de droits et de tant de pouvoir réel, je répète, hein, c'est un pouvoir réel, je pense que ça vous donne une impression d'exister en tant que citoyen, alors que nous, en France, on est simplement des administrés. Hein, on n'a aucun pouvoir. Donc je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup. Et du reste, la confirmation de ça, c'est, je reviens à ce que je disais au début, c'est le taux d'échec des initiatives populaires. Hein, quand on est à près de 90% d'échecs, ça veut vraiment dire que de gens qui sont mécontents, ces gens mécontents, ils se ramassent une claque. Ça veut dire que 90% des Suisses sont contents, enfin, sont heureux ou sont satisfaits du sort qui leur est fait. Donc je pense que ça joue beaucoup. Je crois que les droits populaires aident à la fois à mieux accepter le fait d'être un marginal. En même temps, c'est plus dur à dur. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que à un certain moment, on gagne quand même. Hein, y a tellement de votations, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd. Donc c'est un peu un casino, à part qu'au casino on perd toujours. Là, c'est un jeu de dés. Je pense que ça joue beaucoup. Ok. Et justement, là, j'aurais voulu que on aille. Vous avez justement un peu esquissé l'importance de l'industrie
en Suisse, mais j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin dans le sens de vraiment comprendre. Aujourd'hui, la France est à 13 points de PIB d'industrie dans sa valeur ajoutée, tandis que la Suisse est à 24 points de PIB. Euh, comment l'industrie suisse arrive à être aussi résiliente et arrive à vraiment avoir cette part aussi grande? Alors, je pense que la principale raison du décrochage français, qui est ancien déjà, mais comme je vous l'ai dit, ça a déjà été dit, écrit par Michel Crozier, par Jean Fourastier, qui sont des géants, pour moi en tout cas. Le premier des vices français, c'est la formation des élites dirigeantes. La formation des élites dirigeantes en France, c'est une formation qui est administrative. Ces gens se destinent aux métiers publics. Et passent par là, ils passent par les formations dites les plus prestigieuses. D'accord, vous les connaissez, on va pas les énumérer, mais c'est une élite qui est parfaitement stérile au niveau entrepreneurial. Elle est stérile. Peut-être on peut les donner quand même pour nos auditeurs au cas où les écoles dont vous parlez. Les écoles, ben écoutez, les deux plus prestigieuses sont l'école normale supérieure et l'école polytechnique, d'accord, qui ouvrent sur une troisième école qui n'a aucun sens, qui est l'ENA, à part apparemment elle a été zappée par Macron. Et puis vous avez HEC, c'est-à-dire que chaque fois ce sont des écoles qui sont microscopiques. C'est-à-dire ce sont des écoles. Je rappelle que dans un précédent bouquin, je faisais la comparaison. Ce sont des écoles à promotion de 400, 450 élèves, 240 pour normal sup. Je rappelle qu'Oxford, c'est 3200 et Cambridge, c'est 3400. Je parle pas d'Imperial College, je parle pas des autres des gros établissements. En France, on a une espèce de culte de la miniature parce que ça préserve la rente. Plus c'est petit, plus ce que vous détenez est moins partagé. Donc c'est quelque chose qui est absolument capital. Les Français, excusez-moi, ironisent sur l'élite anglaise. L'élite anglaise est beaucoup plus large que ça. Elle est beaucoup plus large que l'élite française. Et l'élite française, en plus de ça, le problème de l'élite française, c'est qu'elle n'est composée que de fils de profs, de fils de cadres, ce qui n'est pas le cas quand moi j'ai été à Oxford. Et je peux vous dire que c'était beaucoup plus vaste que ça. Et puis ça ouvrait sur la littérature, sur le cinéma, ça ouvrait sur le théâtre, ça ouvrait sur la banque, ça ouvrait sur l'enseignement, ça ouvrait sur la finance, etc. Donc en France, on a une formation d'élite qui est purement administrative, fils de profs et de fonctionnaires. En Suisse, vous avez par contre une proximité entre l'élite politique et l'élite économique. Ce sont très souvent, du reste, il y a une porosité entre les deux. C'est-à-dire que si vous regardez le Parlement fédéral ou les parlements cantonaux, vous avez quand même beaucoup d'élus qui sont en même temps avocats, qui sont en même temps médecins, qui sont en même temps entrepreneurs, qui sont en même temps profs aussi, d'accord. Mais enfin, en tout cas, vous n'avez pas cette espèce de monolithisme que l'on voit à l'Assemblée nationale, où si on trouve 10 entrepreneurs actuellement parmi les 577 députés, je ne parierais pas qu'on en trouve 10 sur les 577. Donc là, on a un système qui est beaucoup plus proche du terrain, là où en France, on a des gens qui sont totalement hors sol, et ce qui explique des folies. Il y a un autre élément qui joue aussi en faveur de la Suisse, c'est une très longue pratique commerciale, internationale. Là où en France, c'était la carrière des armes qui permettait d'accéder à une élite, en Suisse, l'élite d'abord n'est que cantonale, et cette élite, elle se fait à travers le commerce, à travers la banque, à travers l'industrie. On n'imagine pas d'élite politique, c'est quelqu'un d'aberrant, quelqu'un qui s'oriente dans la politique. Du reste, le métier n'est pas très valorisé. On valorise par contre le patron de Swatch, on valorise les patrons de Novartis, on ne valorise plus les patrons de Crédit Suisse parce qu'ils ont mis la boîte à terre. Mais enfin, quand même, le patron de Novartis qui remporte la Coupe de l'América, tout le monde sait qui c'est. Je veux dire, c'est quand même en France. Quels sont les grands patrons? Lorsqu'il y a Bernard Arnault, il est décrié, il est vomi, il est considéré comme un tueur, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose
de très différent. Et puis il y a un pragmatisme suisse que vous ne trouvez pas en France. En France, on est paralysé par un sectarisme qui est un dogmatisme qui est d'un autre temps. Mais donc quand je vous entends, vos explications elles sont plus sociologiques dans le sens où, voilà, selon vous, il y a un vrai problème de l'élite française comparé à l'élite suisse, sur votre premier et votre deuxième point. Mais concrètement, comment ça va se concrétiser? Est-ce que vous considérez qu'il y a des décisions qui ont été prises, par exemple en France, qui n'auraient pas dû être prises par une élite justement un peu déconnectée? Pour revenir sur vos points. À côté, les 35 heures, par exemple, c'est quelque chose c'est inimaginable. Et du reste, en Suisse, il y a eu une votation là-dessus. Il y a une initiative populaire qui a été lancée par le Parti socialiste à l'époque, ou par l'Union syndicale suisse, je ne me rappelle plus. Ça a été rejeté massivement par les 2 tiers de la population. Le report de la retraite, je veux dire, ça a été validé par les Suisses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Suisses travaillent jusqu'à 65 ans, y compris les femmes. Donc, il y a en France les 35 heures, de ramener la retraite à 60 ans comme l'a pu le faire Mitterrand. Ce type de folie en Suisse est impensable, tout simplement parce que vous avez des critères objectifs comme l'espérance de vie, comme la baisse de la démographie, qui font le coût du troisième âge et de la fin de vie, qui fait que vous ne pouvez tenir le système en place, vous ne pouvez le financer qu'en élargissant la base qui est au travail. Okay. C'est du pragmatisme, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Et justement, beaucoup de personnes méconnaissent le modèle suisse et pensent souvent que la prospérité suisse vient de la fiscalité agressive sur les holdings qui permet l'essor d'un secteur bancaire et l'essor historique de celui-ci via le secret bancaire. Est-ce que selon vous, justement, le secteur bancaire est aussi prégnant que cela? Alors, le secret bancaire, il a été abandonné le 13 mars 2009. 13 mars 2009, il a été abandonné, c'est-à-dire que les Américains ont exigé sa fin. Et les autorités suisses ont obtempéré. Alors, si le secret bancaire était le ressort de la prospérité suisse, le ressort de sa richesse, ça n'expliquerait pas que entre 2009 et 2024, le PIB suisse soit passé de 613 milliards de francs à 854 milliards de francs, soit en 15 ans une progression de 140%. Donc, secret bancaire, ça a certes aidé les banques et ça a certes aidé à bâtir une prospérité dans certains secteurs de la Suisse. En tout cas, ça ne se résume pas à ça. Et je rappelle quand même que aujourd'hui, l'assurance et la banque en Suisse, c'est 9,7% du PIB. Donc, le reste du PIB, c'est de l'industrie, encore une fois, c'est de la pharmacie, c'est de la chimie, c'est de l'horlogerie, c'est de la mécanique de précision, c'est de l'agroalimentaire raffiné. C'est ça le PIB suisse. C'est les banques, je ne nie pas le caractère indispensable des banques. Je dis que les banques n'expliquent pas. Peut-être que Luxembourg, les banques exercent un rôle beaucoup plus déterminant dans le bien-être du pays. Mais la Suisse, c'est 41 000 kilomètres carrés, c'est 10 millions, bientôt peut-être 10 millions d'habitants. C'est Zurich et Genève et Bâle, en tant que puissance bancaire, ça reste marginal. Et justement, pour un peu toucher du doigt le dernier secteur qu'on n'a pas abordé, justement la Suisse, afin d'éviter que sa production agricole ne s'effondre avec la concurrence internationale, a mis en place des mesures de protection commerciale ciblées sur des produits comme le lait, les céréales, et en dehors de l'agriculture, l'industrie pharmaceutique par exemple. Ces mesures de protection commerciale très sectorisées permettent par définition de protéger ce secteur. Est-ce que vous pouvez davantage nous expliquer la justification ainsi que les résultats de ces politiques? Alors, en Suisse, il y a un tropisme agricole, c'est-à-dire que ça reste quand même si ça n'est plus que 3% de la population active, c'est quand même un secteur qui est très protégé. Secteur très protégé parce que c'est un pays qui est obsédé par l'autosuffisance alimentaire. Ça s'est vu pendant la Première Guerre mondiale, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, où le pays a été entièrement encerclé par les puissances de l'Axe et a craint pour la survie de sa population.
Il y a eu le fameux plan Wallen, etc., dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est une obsession suisse. On ne trouve pas ça en France. Alors, en France, on trouve en ce moment, à propos du Mercosur, la question de la survie de certains secteurs agricoles. En Suisse, c'est assez extraordinaire, c'est de voir que c'est un lobby très puissant qui parvient à imposer des droits de douane élevés, qui se fait beaucoup entendre au Parlement, mais je pense que c'est une survivance. Alors en même temps, le problème de l'agriculture suisse, c'est que ce sont des micro-exploitations. En moyenne, elles sont 3 fois plus petites qu'elles ne le sont en France. On est sur, je crois, 21 hectares en Suisse contre 70 hectares en moyenne en France. C'est une population qui se défend bien. Moi, j'ai un souvenir, quand j'étais étudiant à l'Université de Genève, on disait que dans les pays, les 2 principaux soucis des paysans valaisans, c'était la date des vendanges, la fixée, et le deuxième plus gros souci des paysans valaisans, c'était la date de livraison des derniers modèles de Mercedes. Donc ça reste quand même une population qui est bruyante, mais c'est quand même, c'est pas une survivance, hein, mais c'est anecdotique. Ça n'est pas anecdotique au plan politique, c'est anecdotique en tout cas en termes économiques, même si vous avez en Suisse la plus grosse multinationale alimentaire au monde avec Nestlé, hein, je crois que on est à près de 90 000, les effectifs c'est 90 000 personnes, et son poids économique, je crois que c'est X fois Renault ou Peugeot. Et donc dans une certaine mesure, ces droits de douane ou ces protections commerciales ont permis de conserver ces filières. Oui, bien sûr, oui. Ces droits de douane ont permis de conserver ces filières, et ces droits de douane enrichissent tous les commerces de la périphérie de la Suisse, à la périphérie de Bâle, à la périphérie de Genève, à la périphérie de Lugano, puisqu'on y a ce qu'on appelle le commerce de proximité. Les gens vont faire du tourisme d'achat de l'autre côté de la frontière, à Annemasse, pour acheter de la viande meilleur marché, pour acheter des produits plus accessibles qui ne le sont à Genève. Ok, et justement là on va arriver sur notre dernière partie qui sera relativement courte, mais j'aimerais que vous nous expliquiez précisément pourquoi la Suisse a fait le choix de ne pas s'impliquer dans la construction européenne, et dans un second temps, dans quelle mesure la Suisse assure sa prospérité sans faire partie du cadre européen. Alors, en 1992, les Suisses ont rejeté en votation, c'était un référendum obligatoire, puisque le pays allait s'engager au niveau diplomatique avec un nouveau partenaire qui était l'Union européenne. Les Suisses ont rejeté, donc en 1992, par une faible majorité, leur entrée dans l'Union européenne. Alors, est-ce que ça doit être compris comme une sorte de provincialisme indécrottable, la peur du grand large? Moi, je crois pas. Partout vous trouvez sur la planète des Suisses qui vous montrent que ça n'est pas un peuple qui est fermé sur lui-même, et il a les moyens de voyager, il voyage, il découvre, il ouvre des succursales, etc. Je pense que la principale raison, et qui est mon avis fondamentale, c'est que les Suisses ont horreur d'être soumis à des lois qu'ils n'ont pas eux-mêmes votées. Je pense que c'est quelque chose qui remonte à loin, qui remonte au XIIIe siècle, XIVe siècle. Hein, c'était de devoir obéir à des baillis étrangers, hein, à des autorités étrangères. C'est quelque chose qui révulse les Suisses. D'accord ? Et moi, ce qui m'étonne, c'est que pour avoir lu, dans le cadre d'un bouquin que je suis en train d'écrire, d'avoir lu le traité par lequel la Suisse se réunissait à l'Union européenne, pour l'avoir lu, j'avais noté déjà que le mot subsidiarité n'intervient que 4 fois dans le texte. C'est facile, puisqu'en recherche, vous saisissez le livre en numérique et vous l'avez. Donc, je crois que le mot subsidiarité n'apparaissait que 4 fois. Le texte fait que je crois quand même 200 pages. D'accord? Donc, c'est pas un texte court. À de multiples reprises, il était écrit que, pour l'essentiel, les Suisses n'auraient pas à appliquer les lois du Parlement européen. Ça veut dire que quand vous dites que c'est soit toutes les lois, soit aucune loi, mais pour l'essentiel, il y a un flou là qui ne pouvait que paniquer
un peuple pour qui l'obsession est de ne jamais être soumis à des juges étrangers. C'est une chose, rétrospectivement, je me dis, mais comment est-ce que, hormis les universitaires, les diplomates et les journalistes, comment a-t-on pu imaginer qu'un tel texte allait être avalé par les Suisses? Et du reste, il ne l'a pas été. Et du reste, c'est assez intéressant parce qu'on est aujourd'hui 37 ans plus tard et les mêmes, les diplomates, les universitaires et les journalistes continuent à marmonner que c'est une tragédie, qu'il aurait fallu le voter, etc. Je pense que c'est une très bonne chose que ça n'ait pas été voté. Et justement, alors là, je sais pas si vous avez suivi, et sinon c'est pas grave, mais à la fin, les Suisses, les droits de douane qu'ils ont eu avec les États-Unis d'Amérique sont inférieurs ou équivalents à ceux que l'Union européenne a réussi à avoir en se coalisant à 27, ce qui montre que la Suisse a réussi à s'imposer même en étant seule. Est-ce que vous savez un peu quels ont été les ressorts de cette négociation, ou en tout cas comment la Suisse a réussi à faire la même prouesse, alors que souvent on nous répète que agir seul, c'est beaucoup plus dur que agir à 27. Alors, je veux pas dire de bêtises parce que je vais pas étudier la chose de si près que ça, mais j'ai l'impression que ça n'est pas le gouvernement suisse qui, se déplaçant, a obtenu que les droits de douane soient ramenés de 39 à 15%, 6 et 15%, mais c'est un carteron de grands patrons suisses, tous milliardaires. Je crois qu'il y avait le patron de Rolex, il y avait peut-être le patron de Givaudan, je sais pas encore, qui se sont rendus auprès de Trump. Ils ont offert à Bokassa américain des cadeaux, notamment je crois qu'il y avait une montre, Rolex a offert une montre extrêmement chère en or, parce que c'est plus voyant, alors qu'en vérité je crois que Rolex a en stock une montre qui est beaucoup plus, mais qui est dans un métal qui est beaucoup plus coûteux que l'or, mais ils se sont dit que l'autre, le Bokassa, là, probablement n'aurait pas apprécié. Donc je crois que c'est une démarche d'entrepreneurs suisses qui sont allés négocier auprès de la terreur américaine, là, la réduction des droits de douane pour l'ensemble du commerce suisse. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ce que j'ai entendu. Et j'ai entendu ensuite que des Verts ont déposé plainte contre cette démarche au motif qu'il y avait là une démarche visant à corrompre un gouvernement étranger et que ça devait être soumis à la loi suisse et avec en tant que délit, quoi. Sur le cadeau, je crois que c'est effectivement ce qui s'est passé. Bref, comme à chaque fin de podcast, je vais vous demander quel document, que ce soit un ouvrage, un film ou un documentaire, conseillez-vous de consulter en lien avec les thèmes que nous avons évoqués. Alors, j'ai réfléchi à ça, je penserais à deux bouquins. Un bouquin ancien d'un Suisse très très méchant à l'égard des Suisses. Donc ça, pour tous les auditeurs qui se sont dit, il nous gave avec son délire suissophile. C'est un livre de Niklaus Meyerberg, publié aux éditions Zoé, qui s'appelle L'exécution du traître à la patrie Ernest Hetz. Du reste l'ensemble de l'œuvre de Niklaus Meyerberg. Et puis un ouvrage beaucoup plus récent, qui est sorti cette année, de Beat Kapler, qui était un ancien journaliste et qui était lui-même, avant d'être journaliste, je crois qu'il était représentant de l'Union des syndicats suisses, l'Union syndicale suisse, et qui s'appelle Le Monde se déchire, qui est un petit livre, Le Monde se déchire et la Suisse, aux éditions Fabre, qui est un très bon petit bouquin. D'accord. Et Meyerberg, juste, est-ce que vous pouvez épeler pour que... M-E-I-E-N-B-E-R-G, Meyerberg, Niklaus. Parfait. Je vous remercie de votre venue et d'avoir bien voulu nous expliquer le modèle suisse. La description et l'analyse de ce modèle ne vise pas juste à mieux connaître la Suisse, mais également à donner des pistes pour améliorer les politiques publiques françaises et les rapprocher de pays qui ont des résultats positifs dans plusieurs domaines. Et encore une fois, je recommande vivement la lecture de vos ouvrages pour les auditeurs, notamment France Démocratie défaillante, qui peut faire le lien entre la Suisse et la France.